minuscule carte SIM. Il regarda la carte, puis le chien. Il devait à nouveau briser son isolement. Mais cette fois, ce n'était pas pour chercher de l'aide. C'était pour recueillir des renseignements. Il attrapa sa veste en cuir, vérifia le pistolet dans son dos et glissa la carte SIM dans la poche gousset de son jean. « Tu viens avec moi, Bruno » ordonna-t-il. « Dans la camionnette, maintenant. » Le trajet jusqu'à la ville était une opération tactique. Les yeux de Stéphane n'étaient pas sur la route, ils étaient sur ses rétroviseurs. Chaque chemin de terre, chaque embranchement, chaque véhicule qui passait était une menace potentielle. Il ne conduisait pas vite. Il conduisait à un rythme contrôlé et régulier, se rendant difficile à surprendre. Bruno était assis sur le siège passager, non pas comme un animal de compagnie, mais comme un copilote. Sa tête pivotait constamment, son corps tendu. La ville du Puy-en-Velay était petite, une seule rue principale qui s'adressait principalement aux randonneurs d'été et aux skieurs d'hiver. Stéphane gara sa camionnette à 2 rues de sa destination, sur le parking d'un restaurant fermé, choisissant un endroit d'où il pouvait observer la rue. « Tu restes. Tu surveilles » ordonna-t-il à Bruno, sa voix ne laissant aucune place à la discussion. Il laissa la fenêtre entr'ouverte, juste assez pour que le son passe, et verrouilla les portes. Il descendit la rue, la tête pivotant, ses sens à vif. Il se sentait exposé, vulnérable. Chaque camion noir, chaque SUV de couleur sombre faisait bondir son cœur. Sa main tombait instinctivement au creux de son dos. Sa destination était une petite boutique encombrée avec une enseigne au néon dont la moitié des lettres étaient grillées. On pouvait y lire « Dépannage informatique Le Geek Malin ». Il poussa la porte, déclenchant un petit carillon métallique. La boutique sentait la poussière, le plastique brûlé et l'odeur douceâtre et écœurante des boissons énergisantes. Les murs étaient couverts des restes squelettiques de vieux ordinateurs. Derrière un comptoir surchargé de circuits imprimés et de câbles emmêlés, était assis Lucas Leroy. Lucas était un homme, ou un garçon, d'environ 25 ans. Il était pâle, avec une fine queue de cheval grasse et les yeux perpétuellement fatigués de quelqu'un qui vit à la lumière d'un écran. Il portait un sweat à capuche noire, la capuche relevée, et était intensément concentré sur la soudure d'une minuscule puce fumante sur une carte mère. Il ne leva pas les yeux. Si c'est un écran cassé, j'en ai pour 2 semaines. Si c'est un portable, faut que je voie. Si c'est un grille-pain, la réponse est non. J'ai besoin de récupérer des données, dit Stéphane, sa voix tranchant à travers le discours répété du jeune homme. Lucas leva enfin les yeux, agacé par l'interruption. Ses yeux examinèrent Stéphane, la barbe, la veste en cuir, l'intensité brute. Il recula visiblement, s'enfonçant un peu plus dans son sweat à capuche. Ouais, la récupération de données, c'est pas de la magie, mec. C'est cher et je suis occupé. Stéphane plongea la main dans sa poche et sortit le téléphone prépayé brisé et la carte SIM. Il les posa doucement sur le comptoir, sur le seul endroit propre disponible. Le téléphone est fichu, dit Stéphane. Ça, je le sais. Mais la SIM. J'ai besoin de tout ce qu'il y a dessus. Lucas tapota le téléphone brisé avec un long et fin tournevis. Ce truc a l'air d'être passé dans un broyeur. Preuve de la police ? C'était à mon frère, mentit Stéphane, l'histoire lui venant avec une aisance sombre et facile. Il a eu un accident là-haut sur le col. Il est parti. J'essaie juste de récupérer ce qui reste. Photos, messages, n'importe quoi. Le mensonge était bon. Il était émotionnel, simple et expliquait à la fois le téléphone endommagé et l'apparence hagarde de Stéphane. L'expression cynique de Lucas s'adoucit légèrement. Il avait entendu des variantes de cette histoire auparavant. Il soupira, le son d'un homme qui préférerait avoir affaire à des machines. « Écoute, mec, je suis désolé pour ton frère. Mais la SIM. Si les contacts sont grillés, c'est juste un bout de plastique. La récupération commence à 200 €. En liquide. Sans garantie. Et ça va me prendre au moins 1 heure juste pour essayer. J'ai l'argent, dit Stéphane en sortant les billets froissés de sa poche. Il n'avait rien acheté d'autre que l'essentiel depuis 1 an. Il en avait largement assez. Il posa l'argent sur le comptoir. Lucas regarda l'argent, puis les yeux durs et désespérés de Stéphane. D'accord, j'ai compris. Donne-moi 1 heure.
Va prendre un café. Je vais voir ce que je peux en tirer. Stéphane ne prit pas de café. Il retourna à sa camionnette et s'assit. Lui et Bruno attendirent, deux sentinelles silencieuses, observant la rue principale, observant la boutique, observant le monde qui se refermait soudainement sur eux. 1 heure plus tard, il retourna à l'intérieur. La boutique était vide. Le roi. Appela Stéphane. Au fond. Répondit la voix de Lucas, étouffée. Stéphane passa derrière le comptoir, dans l'arrière-boutique encombrée. Lucas était penché sur un étrange assemblage de fils et de lecteurs, l'écran d'un ordinateur portable brillant dans la pénombre. T'as de la chance, dit Lucas sans se retourner. Il avait l'air satisfait, le frisson du défi technique l'ayant conquis. La cime était presque intacte. Les contacts étaient propres. Il pivota sur sa chaise. Mais, ce n'est pas ce que tu penses. J'espère que tu ne seras pas trop déçu. Qu'est-ce que c'est? Demanda Stéphane, sa voix tendue. Pas de photos. Pas de liste de contacts. Pas d'historique d'appel. Juste des fragments. Des SMS supprimés. Le système d'exploitation sauvegarde juste des bribes. On dirait des messages de travail. Codés. Il tourna l'ordinateur portable pour que Stéphane puisse voir. L'écran était un désordre de code, mais dans le champ des données récupérées, Stéphane vit les mots, clairs comme le jour, G. Actif G sécurisé. Martin a le colis. Itinéraire de livraison confirmé. Rendez-vous à. Puis une longue chaîne de chiffres embrouillés. Actif gris compromis. Répété, compromis. Mercier exige nettoyage. Tous actifs liquidés. Actif gris. Murmura Stéphane. Il regarda le mot. Martin. Laurent Martin. Le chauffeur. C'est quoi ces chiffres? Demanda Stéphane en montrant la chaîne. Coordonnées, dit Lucas en appuyant sur une touche. Une carte s'afficha sur son deuxième écran. GPS. Ça a l'air local. Au fin fond des terres de l'État, au nord d'ici. Ancien secteur forestier. Rien que des arbres là-bas. Mercier, dit Stéphane, les yeux fixés sur le mot. C'est qui, Mercier? Lucas haussa les épaules, sa curiosité professionnelle satisfaite et s'estompant maintenant rapidement. Comment je saurais, mec? Écoute, je t'ai trouvé les données. Il griffonna les coordonnées sur un post-it. Voilà tes coordonnées. Le reste, ça dépasse mes compétences. Stéphane prit la note. Il regarda l'écran une dernière fois. Actif gris. Mercier. Il avait un nom, et il avait un lieu. Il ne retourna pas au gîte. L'avertissement de Jean-Pierre était trop frais. Le SUV noir était trop réel. Il conduisit, poussant sa vieille camionnette sur la nationale, puis sur les routes départementales sinueuses et non goudronnées. Il suivit les coordonnées. Il gara sa camionnette à 1 kilomètre de l'endroit, caché dans un bosquet de pins. Bruno resta, ses ordres les mêmes. Stéphane parcourut le dernier kilomètre à pied. Il se déplaça comme on le lui avait appris, bas et rapide, utilisant les arbres comme couverture, sa carabine maintenant tenue en position de tir basse. Il sentit l'odeur avant de le voir. L'odeur chimique écrasante de charbon, de vieille fumée et d'eau de javel. Il arriva à une clairière. Ce n'était pas, rien que des arbres. C'était un complexe. Une haute clôture en grillage, surmontée de barbelés, entourait un terrain de 2 acres. La clôture était partiellement fondue, affaissée par endroits. Au centre se trouvait la ruine d'un long bâtiment métallique bas. C'était un entrepôt, ou un chenil. C'était maintenant un squelette de poutre d'acier noirci et tordu. Le toit s'était effondré vers l'intérieur. Ce n'était pas un accident. C'était une démolition. Un nettoyage. Une destruction délibérée. L'expression tactique pour détruire les preuves lui vint à l'esprit. Il se glissa à travers une brèche dans la clôture, ses bottes craquant sur la terre calcinée. Il se déplaça de pièce en pièce à travers le fantôme du bâtiment. Il vit les dalles de béton. Des dizaines. De petits carrés de béton, chacun avec un drain au centre. Des enclos de chenil.
il vit les ruines d'une zone d'entraînement, un tapis de course robuste fondu en une masse de plastique et de métal, d'épaisses attaches en cuir brûlé en cendres, des sacs retournés et vides de nourriture de qualité industrielle. C'était une usine. Un endroit construit pour fabriquer, entraîner et expédier des actifs de grande valeur. Il trouva une dernière chose, près de ce qui devait être le bureau. Dans un classeur fondu, un seul morceau de papier non brûlé avait survécu. C'était un manifeste d'expédition. Il listait « Actif G » pour gris, à côté d'un prix qui glaça le sang de Stéphane. Il regarda le manifeste. Il pensa aux yeux ambrés, au code dans l'oreille, à la réaction terrifiée face au SUV. Bruno n'était pas un animal de compagnie. Il n'était même pas juste un chien. Il était l'actif gris. Il était une propriété. Il était un produit. Et les hommes qui l'avaient fabriqué, les hommes qui travaillaient pour Mercier, venaient de détruire leur propre usine et étaient maintenant en train de régler méthodiquement chaque détail en suspens. Cela incluait un homme nommé Laurent Martin, et un petit chiot gris-blanc qui avait miraculeusement survécu. Stéphane se tenait dans les ruines, le papier calciné à la main, une résolution froide et dure s'installant dans sa poitrine. Ils étaient venus chez Jean-Pierre. Ils avaient été sur sa route. Ils ne chassaient pas seulement un chien perdu. Ils éliminaient les témoins. Le trajet de retour de l'ancienne usine désaffectée en Aubrac fut un voyage à travers un paysage différent. Les arbres étaient les mêmes, la route bouse et défoncée était la même, mais Stéphane Dubois n'était pas le même. Il avait quitté son gîte ce matin en tant qu'homme cherchant des réponses. Il revenait en tant que soldat qui venait de voir l'objectif de l'ennemi. Dans la poche de sa veste, le manifeste d'expédition calciné pesait aussi lourd qu'un bloc d'acier. Actif G. Actif gris. Il serra le volant, ses jointures blanches. L'image des chenilles de taille industrielle fondues, des drains dans les dalles de béton, de l'efficacité pure et froide de l'endroit. Cela lui nouait l'estomac. Ce n'était pas une opération de bricoleur. C'était professionnel, organisé. Il jeta un coup d'œil à Bruno sur le siège passager. Le chien était assis droit, son corps tendu, ses yeux ambrés scrutant les bois avec une vigilance qui reflétait celle de Stéphane. Il n'était plus le chiot maladroit et surdimensionné. À près de 5 mois, il était une ombre de 40 kilos, mince et musclé, son pelage gris-blanc lui donnant l'air d'un morceau de la forêt hivernale qui avait décidé de marcher. Bruno n'était pas seulement un survivant, c'était un évadé. Stéphane fuyait sa propre guerre depuis des années, mais ces hommes, les hommes qui travaillaient pour Mercier, lui avaient apporté leur guerre. Ils avaient mis un code dans l'oreille de son chien, l'avaient laissé pour mort et le chassaient maintenant. Ils avaient menacé Jean-Pierre Bernard. L'évitement avait disparu. L'engourdissement avait disparu. La seule chose que Stéphane ressentait était une résolution froide et clarifiante. C'était le vieux sentiment familier de ses jours dans les forces spéciales, le calme tranquille et concentré avant qu'une mission ne devienne critique. Il n'était plus un ermite se cachant de ses fantômes. Il était un protecteur, défendant sa meute. Son gîte était sa forteresse. C'était son territoire. Il prit le dernier virage de la route départementale pour s'engager sur le long chemin forestier non balisé. Il conduisit lentement, les pneus de la camionnette crissant sur le gravier. Il balaya la lisière des arbres, ses yeux traquant chaque ombre. Il passa devant la cicatrice sur le pin où le camion de Laurent Martin s'était écrasé, l'endroit où tout avait commencé. Il continua sur un autre kilomètre, les bois devenant plus épais, plus sombres. Enfin, il atteignit le petit embranchement presque invisible qui menait à son chemin privé, le dernier kilomètre jusqu'à son gîte. Et son cœur s'arrêta. Il était garé en plein milieu du chemin étroit, bloquant complètement son passage. Un mur d'acier noir et de verre teinté. Le SUV noir. Ils ne patrouillaient pas seulement. Ils attendaient. Stéphane amena sa camionnette à un arrêt lent et progressif, à une 50aine de mètres du blocus. Il mit le véhicule au point mort. Le son du moteur tournant au ralenti était un faible grondement. À côté de lui, Bruno explosa. Ce n'était pas la terreur craintive et gémissante de la première rencontre. C'était différent. Un son guttural et profond, une vibration menaçante qui venait du plus profond de lui, remplit la cabine. Ses poils étaient hérissés de son crâne à sa queue, son corps rigide, ses babines se retroussant pour montrer une série de dents conçues pour un travail sérieux. Il était terrifié, oui, mais il était aussi prêt à se battre.
Doucement, mon gars, dit Stéphane, sa voix basse et calme. Son propre cœur battait la chamade, mais ses mains étaient stables. Il posa une main sur l'épaule de Bruno. Je le vois. Reste dans la camionnette. Surveille. Stéphane coupa le moteur. Le silence soudain de la forêt était absolu, rompu seulement par le grondement bas et continu de Bruno. Il regarda. La portière conducteur du SUV s'ouvrit. Un homme en sortit. C'était Marc Leclerc, l'homme que Jean-Pierre avait décrit. Il était grand, mince et portait un couteau par-dessus gris anthracite qui semblait totalement déplacé dans la boue du massif central. Il laissa la portière ouverte et se tint à côté, les bras croisés, son visage un masque professionnel et vide. C'était l'instrument. Puis la portière passager arrière s'ouvrit. Nicolas Mercier émergea. Ce n'était pas un homme de grande taille, mais il se déplaçait avec une aura d'autorité absolue et sans hâte. Il avait la fin de la quarantaine, ses cheveux sombres striés d'argent parfaitement coiffés. Il portait un costume noir sur mesure et des chaussures noires cirées, qu'il posa sur le sol boueux avec un dédain visible. Il regarda la boue sur sa semelle et sa lèvre se retroussa. Il regarda la camionnette de Stéphane, ses yeux froids et évaluateurs, comme s'il regardait un équipement de ferme ennuyeux et en panne. Stéphane ouvrit sa propre portière. Il descendit sur le chemin, le cuir usé de sa vieille veste grinçant. Il se tint droit, sa silhouette sèche et nerveuse, immobile. Il ne croisa pas les bras. Il ne mit pas les mains dans ses poches. Il les laissa pendre, souples et prêtes. Les deux groupes se fixèrent à travers le no man's land boueux. Le seul son était le vent dans les pins et le grondement menaçant et vibrant de la poitrine qui venait de l'intérieur de la camionnette de Stéphane. Nicolas Mercier parla enfin, sa voix claire, nette et tranchante. C'était la voix d'un homme habitué à ce que les pièces se taisent quand il entrait. Monsieur Stéphane Dubois. L'ancien soldat. Jolie forteresse que vous avez là. Stéphane ne dit rien. Mercier sourit, une expression mince et sans humour. Il fit quelques pas en avant, Marc Leclerc se déplaçant en parfaite et silencieuse unisson, une ombre gardant son flanc. Nous venons de rendre visite à votre ami vétérinaire, dit Mercier, sa voix empreinte d'un mépris ennuyé. Le docteur Bernard. Un vieil homme têtu. Mercier s'arrêta à environ 6 mètres, assez près pour parler, trop loin pour être une menace soudaine. Le vieux Véto a menti, dit Mercier, son sourire disparaissant. Il a dit à mon associé, Monsieur Leclerc, qu'il n'avait vu aucun chien errant. Mais nous sommes très méticuleux. Nous avons vérifié les reçus de cartes de crédit locaux. Il a acheté beaucoup de nourriture spécialisée hypercalorique pour chiots il y a 3 mois. Et vous? Vous l'avez payé en liquide. La seule transaction en espèces qu'il a eue de toute l'année. L'intelligence froide et méthodique de la chose glaça Stéphane. Ils n'avaient pas seulement chassé, ils avaient fait des recherches. C'est un animal de très grande valeur, continua Mercier, sa voix se durcissant. Ce n'est pas un animal de compagnie. Ce n'est pas un chien. C'est un actif. Une pièce de propriété exclusive et coûteuse qui m'a été volée par un employé nommé Laurent Martin. Il regarda par-delà Stéphane, vers la cabine de la camionnette où Bruno se jetait maintenant contre la vitre côté passager, le son du grondement devenu un rugissement frénétique et furieux. Ce chien, dit Mercier en pointant du doigt, est ma propriété. Je suis ici pour le récupérer. Rendez-le, et vous pourrez retourner à quoi que ce soit que vous fassiez. Cette vie de fantôme que vous semblez apprécier. Stéphane resta immobile. Il laissa les mots de l'homme flotter dans l'air. Il pensa au chiot terrifié qu'il avait recousu sur sa table. Il pensa aux yeux ambrés, aux côtes dans l'oreille. Il pensa au pistolet dans sa main et à la tête chaude et solide qu'il avait repoussée. Propriété. Le mot régla la question. Le visage de Stéphane était un masque de granit de montagne, son regard plat et froid. Il n'était plus l'ermite. Il n'était plus le vétéran hanté. Il était l'homme sur la muraille. Il parla, sa voix calme mais portant dans l'air froid. Il est chez lui. Les mots étaient simples. Ce n'était pas une négociation. C'était une déclaration de fait. Une déclaration de frontière. Nicolas Mercier le fixa. Le masque poli et commercial tomba une seconde. Stéphane vit la colère brute et froide en dessous. Mercier s'était attendu à un ermite, un homme brisé qu'il pouvait effrayer.
Il ne s'était pas attendu à ça. Marc Leclerc, l'homme de main, déplaça son poids. Il reconnaissait cela. Il reconnaissait la posture, le ton, l'absence absolue de peur. Il regardait un collègue professionnel. Et la situation venait de se compliquer. Il est chez lui, répéta Stéphane, laissant les mots s'imprégner. L'œil de Mercier tressaillit. Vous faites une erreur catastrophique, monsieur Dubois. Vous n'avez aucune idée de ce que vous protégez. Vous n'avez aucune idée de qui vous avez en face de vous. Stéphane laissa sa main tomber sur le côté, ses doigts effleurant le coin froid et calciné du manifeste dans sa poche. Je sais exactement à qui j'ai affaire, dit Stéphane, sa voix aussi dure que l'acier. J'ai vu ce que vous faites. J'ai vu l'installation. J'ai vu les chenils. Et je sais pour l'actif gris. Le sang quitta le visage de Nicolas Mercier. Le silence qui suivit fut absolu. Le vent s'arrêta. Même Bruno, sentant le changement, se tut. Stéphane n'avait pas seulement refusé. Il s'était déclaré témoin. Il n'était pas seulement un détail à régler. Il était une menace. L'expression de Mercier passa de la colère à un calme froid et effrayant. La transaction commerciale était terminée. C'était maintenant une opération de nettoyage. Dommage, dit doucement Mercier. Vous êtes un homme plus courageux que Martin. Je vous l'accorde. Lui, au moins, a su qu'en s'enfuir. Il se tourna sans un mot de plus et retourna au SUV. Il monta à l'arrière. Marc Leclerc soutint le regard de Stéphane pendant une longue seconde analytique. C'était un regard de reconnaissance professionnelle. À bientôt. Leclerc monta à la place du conducteur. Le SUV noir ne fit pas demi-tour. Il ne pouvait pas. Il commença à reculer lentement, ses pneus brassant la boue alors qu'il redescendait le chemin d'1 kilomètre jusqu'au chemin forestier principal. C'était une retraite lente et délibérée. Une promesse. Stéphane resta là, immobile, jusqu'à ce que le dernier reflet de métal noir ait disparu. Il laissa échapper un souffle qu'il ne savait pas retenir. Il retourna à sa camionnette et se glissa à la place du conducteur. Bruno vibrait encore, ses yeux sauvages. Stéphane tendit la main et l'enfouit dans la fourrure épaisse du cou du chien. « Ça va, mon gars » murmura-t-il, sa propre main tremblant maintenant que le danger était passé. « Ça va. On est à la maison. » Il regarda le chemin boueux et vide. La guerre n'avait pas commencé. Elle avait été déclarée. Et la première bataille venait d'être fixée. L'illusion de paix fut brisée au moment où le SUV noir disparut. Les bois calmes et isolés du refuge de Stéphane semblaient différents. Ils n'étaient plus un sanctuaire. Ils étaient un théâtre d'opération. Stéphane n'attendit pas. Il ne s'assit pas pour ruminer. La confrontation avait confirmé la menace, et le soldat en lui, maintenant pleinement réveillé, prit le commandement complet. Il retourna au gîte, non pas comme un ermite cherchant un abri, mais comme un soldat préparant une position défensive. Bruno était en piteux état. Le chien se débarrassait encore de la terreur de la rencontre, arpentant le petit gîte, ses pattes cliquant sur les planches de pin, un grondement bas et continu dans sa poitrine. « Je sais, mon gars, » dit Stéphane, sa propre voix un grondement bas et régulier. « Ils arrivent. Préparons-nous. » Tandis que Bruno agissait comme un capteur vivant, Stéphane Dubois transforma sa demeure. Le gîte n'était plus une maison. C'était un point fortifié. Il se déplaça avec une économie de mouvement sombre et efficace. D'abord, les fenêtres. C'étaient des vulnérabilités. Il prit ses lourdes couvertures en laine, celles destinées à survivre aux nuits à -30 degrés, et les cloua fermement sur les 2 petites fenêtres, plongeant la pièce dans une pénombre ambrée, éclairée seulement par le poêle à bois. Ce n'était pas seulement pour bloquer la vue, c'était pour empêcher le verre de voler vers l'intérieur s'il tirait. Ensuite, les portes. La porte d'entrée était en chêne massif, mais la serrure était standard. Il n'avait pas de verrou. Il improvisa. Il coinça son lourd serviteur de cheminée en fonte, une chose lourde et maladroite, dans les solives du plancher et l'inclina sous la poignée de porte. Ça n'arrêterait pas un bélier, mais ça les ralentirait. Ça ferait du bruit. La porte arrière, plus petite et plus faible, était une plus grande responsabilité. Il poussa son meuble le plus lourd, la commode en érable massif qui contenait ses quelques vêtements, contre elle. C'était une barricade.
Il dégagea ses champs de tir. Il déplaça sa petite table au centre de la pièce. Dessus, il plaça son outil principal, sa carabine de chasse. À côté, il déposa 3 boîtes pleines de munitions. Il vérifia le mécanisme de son pistolet 9 mm, celui qu'il avait failli utiliser sur Bruno, et le plaça fermement dans l'étui au creux de son dos. Il s'assit sur une chaise en bois à dossier droit, le dos contre le mur de rondins massifs, une position d'où il pouvait voir les 2 portes à la fois. Il était de nouveau un soldat, attendant le contact inévitable dans le noir. Bruno ne se calma pas. Il ne se coucha pas. Il arpenta un petit triangle, de la porte d'entrée à la porte arrière, jusqu'à la chaise de Stéphane, et retour. Il était une bobine tendue d'anxiété et d'instinct de protection. Il était le système d'alerte précoce de Stéphane. « Calme-toi », ordonna Stéphane, sa voix calme. « Garde ton énergie. » Bruno cessa d'arpenter, mais il ne se coucha pas. Il s'assit au pied de Stéphane, son corps rigide, sa tête haute, ses oreilles tressaillant, scrutant la pièce sombre et silencieuse. Le soleil se coucha. La température dans le gîte chuta. Stéphane n'alluma pas de lampe. Il n'ajouta pas de bois au poêle. Les braises rougeoyantes suffisaient, et la fumée de la cheminée ne serait qu'un indicateur de cible, un signe qu'il était chez lui et éveillé. Il mangea une boîte de cassoulet froid. Le grattement métallique de la cuillère résonnait trop fort dans le silence. Il offrit un morceau de viande séchée à Bruno, qui le renifla mais refusa, sa concentration entièrement sur le périmètre. Les heures passèrent. 8 heures. 9 heures. Le silence du massif central était absolu. C'était une couverture épaisse et lourde qui étouffait le monde. Stéphane tendit l'oreille, écoutant au-delà des battements de son propre cœur. Il entendit le vent dans les haupins. Il entendit le faible tic-tac des rondins du gîte qui se tassaient. À 22h17, la tête de Bruno se redressa brusquement. Il ne grogna pas. Il ne bougea pas. Il se figea simplement. Ses oreilles étaient pointées vers l'avant, chaque muscle de son corps de 40 kilos frémissant. Il fixait la porte d'entrée. La main de Stéphane se posa sur son pistolet. Il retint son souffle. Rien. Pas de bruit de pneus, pas de craquement de bottes sur le chemin de gravier, pas de claquement de portière de voiture. Ils étaient là. Ils s'étaient garés plus bas sur la route et s'étaient approchés à pied. C'étaient des professionnels. La connaissance fut comme une décharge d'eau glacée. Bruno laissa échapper un gémissement bas, presque inaudible. Il recula en se débattant, ses griffes raclant inutilement le plancher de bois alors qu'il essayait de se mettre derrière la chaise de Stéphane. « Qu'est-ce qu'il y a, mon gars ?» murmura Stéphane, ses yeux fixés sur la fenêtre recouverte de couverture. « Qu'est-ce que tu entends ?» Il tendit ses propres oreilles. Rien. Et puis, ça commença. Ça ne commença pas avec le craquement sec d'une carabine ou l'éclatement de la porte. Ça commença avec un son que Stéphane ne pouvait pas entendre. Bruno poussa soudain un jappement. C'était un son aigu, fin, de pure agonie perçante. Il tomba sur le ventre, son corps se convulsant. Il griffa ses propres oreilles, sa tête fouettant d'avant en arrière comme s'il était physiquement frappé. Bruno. Stéphane était sur ses pieds, son esprit s'emballant. Qu'est-ce que c'est? Une crise cardiaque? Une crise d'épilepsie? Le chien se débattit à travers le sol, heurtant le pied de la table. Il était désespéré, frénétique. Il pressa sa tête contre le plancher froid, gémissant, un son de torture insupportable et angoissante. Qu'est-ce qu'il y a, mon gars? Qu'est-ce qu'il y a? Stéphane était terrifié, sa concentration se brisant. Il s'agenouilla, tendant la main vers le chien, et Bruno, dans son agonie, claqua des dents vers lui, un éclair de dents et de terreur. Il ne le toucha pas, mais le message était clair. La douleur était trop grande. Stéphane recula, sa main piquant de l'air, pas de la morsure. Il comprit enfin. C'était un son. Une émission ultrasonique à haute fréquence, fantomatique. Un sifflet électronique. Une arme visant non pas lui, mais son seul allié. Il tendit de nouveau l'oreille, la tête inclinée. Il n'entendit rien d'autre que les bruits de grattage paniqué de son chien et le sang qui rugissait dans ses propres oreilles. C'était la guerre psychologique de Mercier. C'était le nettoyage de Marc Leclerc. Il n'était pas seulement là pour le tuer.
Ils étaient là pour briser l'actif d'abord. Ils utilisaient une mémoire militarisée. Bruno était piégé. Le son était partout. Il courut vers la porte arrière, renifla la barricade, puis courut vers l'avant, dérapant jusqu'à s'arrêter. Il regarda la porte, son corps tremblant, ses yeux ambrés écarquillés d'une douleur qui était plus que physique. Ce n'était pas seulement de la peur, c'était du conditionnement. Stéphane pouvait voir la terrible guerre interne qui faisait rage à l'intérieur du chien. Ce son, cette fréquence, était quelque chose qu'on lui avait appris à craindre, à obéir. C'était une clé tournant une serrure dans son cerveau, une serrure dont Stéphane ignorait l'existence. C'était un commandement. Cela signifiait probablement la douleur. Cela signifiait probablement la soumission. C'était un appel de ses anciens maîtres. Le son sembla s'intensifier. Bruno laissa échapper un long sanglot hurlant. Il fit un pas vers la porte d'entrée, puis un autre. On l'appelait. Son dressage lui hurlait d'obéir, d'aller à la source de la douleur, de se soumettre. Il regarda Stéphane, ses yeux un appel à l'aide désespérée. Stéphane était figé. Que pouvait-il faire? Il ne pouvait pas combattre un son. Il ne pouvait pas tirer sur une fréquence. Le chien fit un autre pas vers la porte. Il était en train de perdre. Le conditionnement était trop profond. Et Stéphane, voyant son seul ami lui être arraché, se souvint. Il se souvint de la nuit du cauchemar, du pistolet, de l'acier froid, de la tête chaude et solide qui l'avait repoussé. Il tomba à genoux, ouvrant les bras. Il ne cria pas. Il n'ordonna pas. Il parla, sa voix traversant la panique, un phare d'amour pur et désespéré. Bruno. Viens. Bruno s'arrêta. Il était pris entre deux mondes, le cri invisible et angoissant qui exigeait son obéissance, et la voix de l'homme qui lui avait donné un foyer. Bruno. Je suis là. Ça va, mon gars, dit Stéphane, sa voix se brisant. Je suis juste là. Viens. Tu es en sécurité ici. Bruno regarda la porte, la source de son tourment. Il regarda Stéphane, la source de sa sécurité. Il vit l'homme qui avait recousu sa blessure. Il vit l'homme qui s'asseyait près du feu. Il vit l'homme qui avait crié dans le noir, l'homme qui avait tenu le pistolet, et l'homme qui avait pleuré dans sa fourrure. Il vit sa meute. Le conditionnement lui hurlait d'obéir au sifflet, mais le lien hurlait plus fort. Avec un dernier jappement de défi qui était moitié aboiement, moitié sanglot, Bruno tourna le dos à la porte. Il tourna le dos à ses anciens maîtres. Il se débattit, à moitié rampant, à moitié courant, à travers le sol et se lança sur Stéphane. Il ne se cacha pas seulement derrière lui. Il se blottit, s'écrasant contre la poitrine de Stéphane, enfonçant sa tête sous le bras de Stéphane, pressant son effroi contre la poitrine de Stéphane, son corps entier de 40 kilos secoué de violents tremblements. Il n'obéissait pas au maître. Il courait vers son chef. Stéphane enroula ses bras autour du chien, le protégeant, le tenant fermement. Il couvrit les oreilles de Bruno avec ses mains, un geste futile mais nécessaire. Ça va, je te tiens, murmura Stéphane, enfouissant son visage dans la fourrure épaisse du chien. Je te tiens. Tu es à la maison. Il tenait son chien, son ami, son sauveur. La torture invisible continua, mais elle avait échoué. Elle avait perdu. Bruno avait fait son choix. Stéphane leva les yeux du chien, ses yeux maintenant habitués à l'obscurité. Il fixa la fenêtre recouverte de couverture. L'amour qu'il ressentait pour l'animal tremblant dans ses bras s'était transformé en autre chose. Il était devenu une rage froide, dure et létale. Ils n'étaient pas seulement venus prendre son chien. Ils étaient venus pour le briser. Et ils avaient échoué. Maintenant, ils allaient devoir s'occuper de lui. Le son agonisant à haute fréquence ne s'estompa pas. Il fut coupé. Un instant, le gîte était rempli de la torture sonore de Bruno, le suivant, il y eut un silence lourd et assourdissant. Dehors, dans l'obscurité des arbres de minuit, Marc Leclerc abaissa l'appareil à ultrasons. Il tapota son oreillette. Monsieur, rapporta Théil, sa voix un murmure plat et égal. Le moyen de dissuasion psychologique est inefficace. L'actif refuse le conditionnement. Il a choisi. Une rafale de parasites, puis la voix de Nicolas Mercier, froide et tranchante, par la communication, dommage. Ce n'est qu'un animal, monsieur Leclerc.
Il a pris une mauvaise décision. Phase 2. Brèche complète. Équipe de 2 hommes? Demanda Leclerc. 3, claqua la voix de Mercier. Vous, Moreau et Lefebvre. Les règles d'engagement sont simples. L'hostile, Dubois, doit être neutralisé. Je veux ma propriété vivante, si possible. Mais je la veux. Compris. Leclerc se tourna vers les 2 hommes qui se tenaient derrière lui, 2 ombres vêtues de noir contre la neige. L'un était Jérôme Lefebvre, un homme mince et silencieux. L'autre était Philippe Moreau. Moreau était l'opposé de Leclerc. Là où Leclerc était un scalpel, Moreau était un marteau. C'était un homme à la poitrine en tonneau, son équipement tactique peinant à contenir sa masse. Il se plaignait depuis 1 heure. On aurait dû faire ça depuis le début, grommela Philippe Moreau, sa voix un râle grave et rocailleux. Il fit craquer ses doigts épais. Jouer au sifflet pour chien, c'est stupide. C'est efficace, d'habitude, dit Leclerc, ignorant la plainte. Le conditionnement est absolu. Ceci est une anomalie. C'est un animal, cracha Moreau. Je m'occupe de l'animal. Toi et Lefebvre, prenez la porte d'entrée. Donnez-moi la fenêtre arrière. Je serai sur le vieux avant même qu'il sache qu'on est dedans. Leclerc hocha la tête. Le plan était solide. Partez. 30 secondes à mon signal. À l'intérieur du gîte, Stéphane sentit le changement. La cessation soudaine du son n'était pas un soulagement. C'était un avertissement. Il était toujours à genoux, les bras enroulés autour du chien tremblant et haletant. Bruno était en piteux état, son corps secoué par les séquelles de la torture, son souffle chaud embuant l'air froid. C'est fini, mon gars. Ça va, murmura Stéphane, mais il savait que c'était un mensonge. C'était l'attaque psychologique. Maintenant venait l'attaque physique. Il relâcha son étreinte. Bruno, surveille. Le chien sembla comprendre. Les tremblements s'apaisèrent, remplacés par une immobilité basse et prédatrice. Stéphane se leva et attrapa sa carabine de chasse, l'acier froid un confort familier et sinistre. Il se déplaça vers sa position prévue, non pas devant la porte, mais à côté, le dos contre le mur de rondins massifs. De là, il pouvait tirer sur quiconque franchirait l'entrée. Sa lourde barricade en fonte était toujours en place. Tout son être était concentré sur cette porte. Il écoutait le bruit du bois qui se fend, le son de bottes sur sa terrasse. Il était prêt pour l'assaut frontal. Il ne prêta pas attention au silence derrière lui. Mais Bruno, si. Le chien ne suivit pas Stéphane. Il n'alla pas à la porte d'entrée pour aboyer. Il se tint au centre mort de la pièce sombre, une ombre gris-blanc, la tête basse, son corps prêt. Il était un réseau de capteurs, ses oreilles pivotant, son nez humant l'air. Stéphane, concentré sur l'avant, ne remarqua pas le changement subtil du chien. La tête de Bruno se tourna brusquement vers la gauche. Son regard était fixé, non pas sur la porte d'entrée, mais sur le mur du fond. Le mur avec la petite fenêtre recouverte de couverture. Le mur qui menait à la cuisine et à la porte arrière barricadée. Il se déplaça. Ses pattes ne firent absolument aucun bruit sur le plancher. Il était un filet de fumée, un fantôme dans la pièce faiblement éclairée par les braises. Il se tint directement sous la fenêtre arrière, la tête penchée, son corps vibrant d'une tension presque électrique. Il renifla l'air à la base de la fenêtre, et un grondement bas, presque silencieux, commença au plus profond de sa poitrine. Stéphane entendit un son. Un léger grattement. Il venait de l'avant. Une botte sur le gravier de la terrasse. Ils sont là, murmura-t-il, pressant son dos plus fort contre le mur, sa carabine montant. Mais Bruno savait mieux. Il recula de la fenêtre, regarda Stéphane à travers la pièce sombre et laissa échapper un son. Ce n'était pas un aboiement. Ce n'était pas un grognement. C'était un souffle profond, guttural, qui faisait vibrer la poitrine. Un avertissement. Stéphane se figea. Il s'était concentré sur une menace, et son partenaire le prévenait d'une autre. Il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Bruno, qu'est-ce que... Il vit la silhouette du chien, tendue comme un ressort chargé, fixant la fenêtre arrière. Attaque de flanc, pensa Stéphane, le terme militaire pour un assaut par l'arrière lui traversant l'esprit.
Il était dans un entonnoir mortel. Il venait des deux côtés. Avant même qu'il ne puisse commencer à se tourner, l'attaque vint. Mais elle ne vint pas de l'avant. Un objet lourd et sombre, la crosse d'un fusil, s'écrasa contre la fenêtre arrière. Le son fut ouimp, sourd et lourd alors qu'il heurtait la épaisse couverture que Stéphane avait clouée. Il y eut un deuxième impact, plus puissant. Le cadre entier de la fenêtre se brisa avec un son de bois torturé. La couverture fut arrachée. Une silhouette sombre se frayait un chemin à travers l'ouverture. C'était Philippe Moreau. C'était un homme massif, remplissant tout le cadre de la fenêtre. Il avait une lampe de poche montée sur son pistolet à silencieux, et son faisceau blanc et brillant coupa l'obscurité, aveuglant instantanément Stéphane. Moreau le vit. Il vit Stéphane à travers la pièce, sa carabine pointée dans la mauvaise direction, son corps exposé, pris dans la lumière comme un cerf. C'était un flanc de manuel parfait. Un tir mortel. Cible, gronda Moreau, amenant son pistolet à l'épaule, son doigt se resserrant sur la détente. Il ne termina jamais le mot. Bruno avait attendu. Il n'attendait pas un ordre. Il n'attendait pas que l'homme entre complètement. Il attendait la brèche. C'était sa maison. C'était son territoire. C'était sa meute. Dans la fraction de seconde où les yeux de Moreau étaient sur Stéphane, Bruno bougea. Ce n'était pas un aboiement. Ce n'était pas un grognement. C'était un flou silencieux, gris-blanc. Un missile de 40 kilos de loyauté et de muscles purs et concentrés. Il ne sauta pas à la gorge. Il ne visa pas le bras armé. Il fit exactement ce pourquoi il était construit. Il lança tout son corps, visant directement le centre de masse de l'homme dans la fenêtre. Bruno frappa Philippe Moreau avec une force qui était choquante. Le son ne fut pas un claquement, mais un bruit sourd et écœurant. Le son d'un corps lourd et solide en heurtant un autre. Moreau, un homme de plus de 100 kilos, était sur le point d'entrer. Il était en équilibre sur le rebord, son poids en avant. Il était totalement, fatalement, non préparé à un projectile de 40 kilos se déplaçant à pleine vitesse explosive. L'air explosa des poumons de Moreau en un seul halètement choqué et humide. L'impact fut absolu. Il stoppa son élan vers l'avant et l'inversa instantanément. C'était comme être heurté par une petite voiture. La tête et les épaules de Bruno s'enfoncèrent profondément dans la poitrine et les côtes de Moreau. Moreau fut projeté en arrière, ses bras tourbillonnants, arrachés du cadre de la fenêtre. Stéphane, aveuglé par la lumière, entendit le chaos. Il entendit le « ouimp » de l'impact, le grognement étouffé, puis le son lourd et chaotique du corps de Moreau s'écrasant à l'extérieur. Il y eut un bruit de bois de chauffage qui se disperse, le cliquetis d'une arme tombée, et un dernier craquement humide et lourd alors que sa tête heurtait la grosse pile de bûches empilée directement sous la fenêtre. Puis, un profond silence. Le faisceau de la lampe de poche avait disparu, pointant maintenant inutilement vers le ciel. Bruno atterrit de nouveau sur le plancher du gîte, ses griffes raclant alors qu'il se retournait pour faire face à la fenêtre cassée. Il planta ses pattes, sa poitrine haletante, ses dents découvertes, et un grognement bas et furieux éclata enfin de sa gorge. Il mettait au défi le prochain homme d'essayer. Stéphane resta figé une demi-seconde, le cœur battant la chamade, les yeux piquants de la lampe de poche. Il vit la fenêtre cassée. Il vit la couverture en lambeaux sur le sol. Il vit Bruno montant la garde, une ombre fière, terrifiante et magnifique. Il comprit. Bruno, souffla-t-il. Une voix paniquée et frénétique éclata soudain de l'extérieur de la porte d'entrée. C'était Marc Leclerc. Moreau. Moreau, quel est ton statut? Moreau est à terre. Homme à terre. Lefebvre, replie. Replie. Il y eut le bruit de bottes frénétiques se précipitant sur le gravier, puis le silence de nouveau. Stéphane baissa sa carabine, ses bras tremblants. Il regarda la fenêtre cassée, puis son chien. L'attaque de flanc. Le tir mortel. Moreau avait été silencieux, professionnel. Il aurait été sur Stéphane en une seconde, son tir effectué avant même que Stéphane n'ait enregistré la menace. Mais Bruno était là. Il avait été silencieux. Il avait observé. Il ne s'était pas seulement battu. Il avait pensé. Il avait identifié la plus grande menace, le danger immédiat, et il l'avait affronté avec une force précise et dévastatrice. Il n'avait pas seulement été un bon chien.
Il avait été un soldat. Il avait gardé le flanc. Il avait sauvé la vie de son partenaire. Le silence qui suivit la chute du corps de Philippe Moreau fut un vide, une respiration terrifiante et retenue. Puis, de la terrasse avant, vinrent les cris frénétiques et paniqués de Marc Leclerc, « Moreau est à terre. Homme à terre. » Lefebvre, replie. Ce n'était pas une retraite. C'était le chaos. Une détonation sèche et soudaine d'un pistolet déchira la nuit, suivie d'une autre. Les balles n'étaient pas visées, elles étaient de suppression. Elles traversèrent la fine couverture de la fenêtre avant, l'une perçant un trou dans le mur opposé du gîte avec un bruit sourd et écœurant. Stéphane Dubois ne scia pas. Il n'était plus l'ermite. Il n'était plus l'homme paralysé par son passé. Il était l'homme que son chien venait de sauver. « À terre, Bruno !» ordonna-t-il. Il tomba à genoux, épaulant sa carabine de chasse. Il ne visa pas un homme. Il visa le son. Il tira une fois. Le boom de la carabine de gros calibre fut assourdissant à l'intérieur du petit gîte, un rugissement massif et concussif, à des montes de distance du tir de pistolet à silencieux de l'ennemi. Son tir déchira la porte d'entrée, faisant éclater le chêne lourd et projetant une gerbe de bois vers l'extérieur. Un homme cria dans l'obscurité, un son de surprise et de douleur, pas un glas. Il a une carabine. Repli. Allez chercher Moreau, allez le chercher. Hurla Leclerc. Stéphane tira de nouveau, cette fois dans le sol, juste à côté de la terrasse. Un avertissement. Un périmètre. Le bruit de bottes se précipitant sur le gravier, le son lourd et désespéré d'hommes traînant un corps mou et lourd dans la terre. Il fuyait. Le gîte était de nouveau silencieux. Mais ce silence était différent. C'était le silence d'un champ de bataille après la première volée. Les oreilles de Stéphane bourdonnaient. Le gîte était rempli de l'odeur âcre de la poudre à canon et de l'air froid et humide de la fenêtre cassée. Il se dirigea vers la fenêtre, carabine prête, et scruta l'obscurité. Il ne vit rien. Il n'entendit rien. Juste le son lointain et frénétique d'un moteur démarrant et de pneus patinant inutilement dans la boue avant de trouver de l'adhérence. Ils étaient partis. Stéphane s'affaissa contre le mur, la carabine soudainement lourde. Il respirait fort, non pas de peur, mais d'effort. Bruno, sa propre adrénaline s'estompant, s'avança à pas feutrés. Il lécha la main de Stéphane, celle qui serrait la crosse de la carabine. Le chien tremblait, mais il ne se recroquevillait plus. Il se tenait près de la fenêtre cassée, un faible grondement d'avertissement toujours dans sa poitrine, ses yeux fixés sur les bois sombres. « Bon chien », murmura Stéphane, sa voix rauque. « Bon chien. Tu restes et tu surveilles. » Le reste de la nuit fut le plus long de la vie de Stéphane. Il savait qu'il n'avait pas abandonné. Mercier était toujours là, dehors. Il s'était replié pour se regrouper, pour attendre l'aube, pour revenir avec plus de puissance de feu. Stéphane s'assit sur sa chaise, le dos au mur, sa carabine sur ses genoux. Lui et Bruno attendirent, deux soldats dans un trou de combat, partageant la garde. Les heures passèrent. Les braises rouges et faibles dans le poêle devinrent des cendres grises. Le froid des bois profonds commença à s'infiltrer dans la pièce. Les vieux fantômes de Stéphane vinrent, comme toujours. L'odeur de la poudre, l'adrénaline, l'attente. C'était une tempête parfaite pour son TSPT. Il sentit la vieille panique familière, la sueur froide, l'envie de fuir, de se cacher. Mais cette fois, il n'était pas seul. Il baissa les yeux. Bruno ne fixait plus la fenêtre. Il s'était déplacé et était maintenant couché sur les bottes de Stéphane, sa lourde tête reposant sur son genou. Il n'était pas seulement une sentinelle. Il était une ancre. Stéphane posa une main sur la tête du chien, et la panique recula. Il n'était pas l'homme dans le cauchemar. Il était l'homme sur la terrasse. Il était chez lui. Il était en sécurité. L'aube vint, non pas comme une couleur, mais comme un changement dans la qualité de l'obscurité. Le noir se transforma en un violet profond et meurtri, puis en un gris froid et impitoyable. Et avec le gris vint le son de nouveaux moteurs. Pas le grondement bas et coûteux du SUV. C'était le son de lourds moteurs V8, plusieurs véhicules se déplaçant rapidement sur le chemin forestier. Bruno bondit sur ses pattes, le grondement revenant. « Je les entends, mon gars », dit Stéphane en se levant, ses articulations douloureuses.
Il se dirigea vers la porte d'entrée, sa carabine en position de tir basse. C'était ça. L'assaut final. Mais alors, des lumières clignotèrent à travers les arbres. Pas des phares. C'étaient les éclats rythmés et pulsants de rouge et de bleu. Stéphane se figea. Une voix, amplifiée par un haut-parleur, retentit à travers la forêt, un son si étranger qu'il semblait une invasion. Stéphane Dubois, ici la gendarmerie nationale. Nous avons encerclé la propriété. Sortez les mains vides. Sortez maintenant. Stéphane sentit une étrange vague de soulagement vertigineux, suivie immédiatement d'une nouvelle et vive pointe de peur. Il regarda Bruno. Il regarda la fenêtre cassée, les impacts de balles dans son mur. Et il regarda la camionnette de Jean-Pierre Bernard s'arrêter juste derrière le véhicule de tête de la gendarmerie. Jean-Pierre était là. Il les avait appelés, murmura Stéphane, comprenant. Jean-Pierre, après cet appel, n'avait pas seulement attendu. Il avait contacté la gendarmerie nationale, pas la brigade locale. Il avait contourné le risque. Ça va, mon gars. Reste en arrière, dit Stéphane à Bruno. Il posa sa carabine sur la table. Il défit la sangle de son étui de pistolet et laissa l'arme à l'intérieur. Il se dirigea vers la porte d'entrée, repoussa du pied le serviteur de cheminée inutile et sortit sur sa terrasse, les mains levées, vide. La scène était un chaos contrôlé. 3 véhicules de la gendarmerie et 2 camions tactiques banalisés. Des gendarmes en équipement lourd se déplaçaient à travers les arbres, les armes pointées sur le gîte. Un homme grand et large d'épaules, vêtu d'une veste de la gendarmerie, le visage dur et professionnel, s'avança. C'était l'adjudant Léo Gauthier. Stéphane Dubois? Ordonna Gauthier. C'est moi, dit Stéphane. Nous avons reçu un appel d'un docteur Bernard, dit Gauthier, ses yeux balayant Stéphane, le gîte, les impacts de balles. Il a dit que vous craignez pour votre vie. On dirait qu'il avait raison. Nous avons intercepté un véhicule quittant cette route à grande vitesse. 2 hommes armés, et un autre, un certain monsieur Moreau, à l'arrière, plus mort que vif. Stéphane se contenta de hocher la tête. Nous avons également, dit Gauthier en s'approchant, arrêté un certain monsieur Nicolas Mercier, assis dans un SUV très cher à l'entrée du chemin, attendant un rapport de situation. Il prétend qu'il était juste perdu. C'est lui, dit Stéphane. Lui et ses hommes. Ils sont venus pour mon chien. Gauthier fronça les sourcils. Votre chien? Et alors, Bruno, incapable d'être séparé de sa meute, sortit de l'ombre de la porte du gîte. Il se tint à côté de Stéphane, ne grognant pas, ne menaçant pas, juste présent. Il était magnifique, terrifiant et totalement silencieux, ses yeux ambrés pâles fixés sur les nouveaux hommes. La scène entière s'arrêta. Les gendarmes abaissèrent leurs armes, leur visage un mélange d'admiration et d'incrédulité. Putain! Murmura l'un d'eux. La main de Léo Gauthier se porta instinctivement à sa propre arme de service, bien qu'il ne la dégainât pas. Monsieur Dubois, dit Gauthier, sa voix baissant, éloignez-vous de l'animal. Ce n'est pas un chien. Stéphane ne bougea pas. Il posa sa main sur la tête de Bruno. Non, dit-il. Monsieur, je ne demande pas, dit Gauthier, son professionnalisme reprenant le dessus. La loi française est limpide. C'est un hybride de loup. C'est un animal exotique illégal. Il doit être saisi et euthanasié. Non, dit encore Stéphane, sa voix se brisant. Il fit un pas, se plaçant légèrement entre Gauthier et Bruno. Vous ne comprenez pas. Il m'a sauvé la vie. C'est un animal sauvage, mon garçon. Vous avez de la chance qu'il ne se soit pas retourné contre vous. Il n'est pas. Une nouvelle voix. Jean-Pierre Bernard se fraya un chemin à travers 2 gendarmes, son visage pâle mais furieux. Adjudant Gauthier, dit Jean-Pierre en tendant la main. Je suis le docteur Jean-Pierre Bernard. C'est moi qui ai appelé. Je suis aussi le vétérinaire de cet animal. Gauthier parut surpris mais serra sa main. Docteur, ça ne change pas la loi. Si, quand la loi fait partie d'une enquête criminelle, dit Jean-Pierre, ses mots vifs et rapides. Cet animal, adjudant, n'est pas sauvage. Il est l'actif G. L'actif gris. Il est la principale pièce à conviction du réseau de trafic illégal que vous venez d'appréhender. Jean-Pierre pointa le gîte.
Demandez à Monsieur Dubois le manifeste qu'il a trouvé dans le complexe que Mercier a incendié. Ce chien est une preuve vivante et respirante. Vous ne pouvez pas le détruire. Gauthier était abasourdi, son esprit s'emballant, reliant les poings. Il regarda Jean-Pierre, puis Stéphane, puis le majestueux chien silencieux. Et Jean-Pierre dit, enfonçant le clou, il est aussi autre chose. Il désigna Stéphane. Vous savez qui est cet homme? C'est un soldat décoré. Plusieurs missions. Il est revenu de la guerre avec des blessures qu'on ne peut pas voir. C'était un fantôme, adjudant. Il se tuait lentement, ici. La voix de Jean-Pierre s'adoucit, mais son intensité grandit. Je suis l'ami de cet homme et je suis le médecin de ce chien. Et je vous dis, en tant que professionnel de la santé, que cet animal est un compagnon de soutien thérapeutique. Gauthier ricana. C'est un loup, docteur. Je ne peux pas signer ça. Vous le pouvez, insista Jean-Pierre. Ce loup lui a sauvé la vie ce soir. L'homme qui l'a attaqué, Moreau. Il n'est pas juste tombé. Demandez-lui ce qui s'est passé. Ce chien a protégé son partenaire d'une attaque de flanc. Il a fait ce qu'aucun homme n'aurait pu faire. C'est un héros, pas un danger. Léo Gauthier était un bon gendarme. C'était un homme qui voyait le monde en noir et blanc, mais il savait quand il se trouvait dans une zone grise. Il regarda l'épreuve, le vétéran brisé et hanté se tenant droit pour la première fois, le gîte criblé de balles, le réseau de trafic capturé, et l'animal magnifique qui avait été le catalyseur de tout cela. Il soupira, passant une main dans ses cheveux courts. C'est hautement irrégulier, docteur. Alors nous le rendrons régulier, dit Jean-Pierre. Gauthier regarda Stéphane. Il vit le feu dans ses yeux, la main qui n'avait jamais quitté la tête du chien. Le procureur va s'en donner à cœur joie avec ça, songea Gauthier. Le chien-loup et le veto. Il secoua la tête. D'accord. Voici ce que nous allons faire. Je vais rédiger le rapport. L'animal est une pièce à conviction en attendant le procès de Nicolas Mercier. Il est placé sous la garde de son maître, vous, Monsieur Dubois, car vous êtes le seul à pouvoir le contrôler. Il pointa un doigt vers Stéphane. Mais après ce procès, vous devrez être en règle. Docteur Bernard, vous et moi, nous déposerons une demande de permis pour animal thérapeutique exotique. C'est très peu probable, c'est presque impossible, mais étant donné les circonstances, étant donné votre statut d'ancien combattant, nous y arriverons. Il regarda Stéphane, son visage de nouveau dur. Mais cela viendra avec des conditions. Des conditions strictes. Assurance responsabilité civile, une clôture renforcée de 3 mètres, muselière en public. Il ne quitte jamais cette propriété sans surveillance. Vous comprenez? Stéphane regarda Bruno, qui lui rendit son regard, une promesse silencieuse aux yeux ambrés. Il regarda Jean-Pierre, qui sourit, épuisé. Il regarda Gauthier, l'homme qui venait de lui donner une chance. Compris, dit Stéphane. Sa voix était ferme. Merci. Les réparations du gîte prirent un mois. La nouvelle clôture en grillage de 3 mètres de haut, enfermant 3 acres de bois, en prit 2. Le procès de Nicolas Mercier fut rapide. Avec le témoignage de Laurent Martin, le manifeste et la récupération miraculeuse de l'actif G, il était fini. Par une fraîche soirée de fin d'été, Stéphane Dubois était assis sur sa terrasse nouvellement réparée. Il portait sa vieille veste en cuir, mais elle semblait différente. Ce n'était plus l'armure d'un ermite, mais juste une veste. Il sirotait un café, ses yeux non hantés, ne regardant pas le passé. Il regardait simplement. Le son du vent dans les pins. L'odeur de la terre humide. À côté de sa chaise, Bruno était couché. Il n'était plus un chiot dégingandé de 40 kilos, mais un adulte de 55 kilos, son pelage gris-blanc épais et magnifique, sa tête reposant sur ses pattes massives. Il dormait, mais ses oreilles tressaillaient, toujours à l'écoute. Ils étaient en sécurité. Ils avaient été 2 âmes brisées et perdues, un homme se cachant de son passé et un animal fuyant le sien. Mais dans ce petit gîte sombre, ils avaient forgé quelque chose de nouveau. L'homme avait été sauvé par le chien. Le chien avait été sauvé par l'homme. Et ensemble, ils avaient finalement trouvé un moyen d'arrêter de fuir et d'être, simplement. Ils étaient chez eux. Peut-être que la vraie guérison ne consiste pas à oublier le passé,
mais à trouver une nouvelle loyauté qui nous donne le courage d'affronter le présent. Stéphane et Bruno s'étaient sauvés l'un l'autre, prouvant que la famille n'est pas seulement une question de sang, mais d'un lien pour lequel on est prêt à se battre.